Bienvenue dans Ultra Cycling Podcast. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Portugal, au cœur d'une aventure ultra distance exceptionnelle, Race Cross Portugal, une aventure unique au départ d'Amarante, Vila-Mea, à seulement 40 minutes de Porto à l'est. Le départ se fera donc d'Amarante, une ville authentique, située à l'est de Porto, accessible en voiture ou en train à seulement 40 minutes du centre-ville de Porto. Un point de départ idéal pour plonger immédiatement dans l'âme du pays. Avec des parcours allant de 200 à 1000 km, Race Cross Portugal vous fera découvrir une région d'une richesse incroyable. Des routes qui serpentent entre l'océan Atlantique et la frontière espagnole, des passages en bord de mer, mais aussi des kilomètres magiques le long du fleuve Douro, jusqu'à l'incontournable pont métallique Dom Luís, symbole de Porto et joyau d'ingénierie. Ici, pour ouvrir la saison au Portugal, l'ultracyclisme prend une autre dimension. Paysages puissants, culture, chaleur humaine et terrain exigeant. Une épreuve pensée pour celles et ceux qui veulent repousser leurs limites tout en vivant une véritable expérience. Pour rejoindre l'aventure et vous inscrire, rendez-vous sur racecrossseries.com. Race Cross Portugal, bien plus qu'une épreuve d'ultra-distance pour ouvrir la saison, c'est une immersion totale dans une nouvelle destination pour Race Cross Series. Rendez-vous sur la ligne de départ. Aujourd'hui, c'est une capsule que je vous présente, celle de Ultra Cycling Podcast. Ultra Cycling Podcast, le podcast officiel de l'Ultra Cycling et des Race Cross Series. Ici, nous vous emmenons au cœur de l'ultracyclisme, à la rencontre de celles et ceux qui vivent cette aventure hors norme. Participants, participantes, bénévoles, accompagnants, partenaires. Chaque épisode va vous montrer les différentes facettes et les différentes manières de vivre l'ultracyclisme. Toujours dans un seul et unique objectif, vous faire partager pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux, les émotions, les réussites, mais aussi les échecs. Que vous soyez déjà passionné, en quête de conseils pour progresser ou tout simplement curieux de découvrir ce que l'ultra-endurance, ce que l'ultracyclisme a de beau à offrir, cette capsule est pour vous. Histoire humaine, défis sportifs et aventures collectives, bienvenue dans l'univers de l'ultracyclisme. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode du podcast Ultra Talk et cette capsule Ultra Cycling Podcast. Je suis à Porto puisqu'on va vous parler de cette belle Race Cross Portugal qui s'annonce justement pour ouvrir la saison 2026, une première édition. Pour parler de cette épreuve, mais surtout des routes portugaises, j'ai 3 personnes autour de moi qui vont pouvoir en parler puisqu'ils habitent sur le secteur, ils habitent au Portugal. C'est José qui est avec moi, Alice et Pedro. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ouais, c'est bien sérieux. Bonjour. Bon dia. Tu peux nous le faire en portugais ? Ouais, bon dia. Voilà, parfait, parfait. Brutal. Alors effectivement, Pedro Cardoso qui est là, photographe cycliste, va nous expliquer comment il roule la région. Alice Segre, qui est d'origine italienne, mais qui vit à Lisbonne, qui fait du cyclisme et qui fait de la longue distance. Donc elle va aussi nous en parler, fan de gravel. Et puis José, qui est notre coordinateur des Race Cross Series ici à Porto, et c'est à lui que je vais laisser la parole en premier, pour qu'il nous explique justement comment il nous a accompagnés à construire cette belle épreuve, et qu'est-ce qui donnerait envie aux cyclistes francophones, mais aussi les autres, de venir sur cette première édition au Portugal. José ? Alors, déjà, le Portugal, je crois que tout le monde connaît ici un petit peu, c'est quand même une des plus belles destinations touristiques. Je m'appelle José da Silva, donc je ne suis pas tout à fait indépendant dans mon jugement, bien sûr, mais apparemment, il y a beaucoup de touristes qui adorent le Portugal. Et pas que pour aller voir des monuments, mais aussi pour aller voir les beaux paysages que nous avons à offrir, la campagne, l'océan, la mer, la montagne. Et donc, j'ai beaucoup d'amis qui sont fans de vélo, surtout en France, et on s'était dit pourquoi ne pas contacter Arnaud pour faire venir la Race Cross au Portugal, parce que honnêtement, on a des paysages qui sont à couper le souffle et qui sont super bien, enfin géniaux pour faire du vélo. De belles montées, de belles descentes, et avec des beaux petits villages très mignons dans lesquels on peut traverser en vélo, impeccable. Alors ça m'a surpris. Tu sais, quand je suis arrivé en avion, de nuit, la première fois où je suis arrivé de nuit, en fait, il n'y avait pas de zone noire. Il y avait des petits villages de partout. Est-ce que c'est la particularité du Portugal ? Alors, oui, si on compte que le nord du Portugal, le nord-ouest, en fait, justement la région de Porto, qui est pour moi, j'habite à Porto, la plus belle du Portugal. Désolé. C'est très... Un jour, on ira à Lisbonne. C'est très habité, en fait. Il y a vraiment plein de petits villages de partout, y compris accrochés dans les montagnes. C'est effectivement, vu de l'avion, si on vient de nuit, on voit des petites lumières partout. En fait, je me suis dit, mais en fait, quand est-ce que les cyclistes vont partir vraiment
à la campagne quelque part, parce qu'il y avait vraiment des petits villages. Alors bien évidemment, quand tu as une vue de haut, les distances sont pas les mêmes, mais c'est vrai qu'il y a plein de petits villages. En fait, c'est que Porto, on se rend pas compte forcément, mais c'est une très très grosse agglomération avec presque 3 millions d'habitants. Mais beaucoup de cette agglomération-là est éparpillée dans la région. Donc c'est plein de petits villages qui se touchent côte à côte, mais toujours entrecoupés avec des zones rurales. Donc c'est facile d'être très vite dans un village avec un grand supermarché, avec une station-service qu'on veut, et très vite on a des champs de blé ou des champs bref, ou des oliviers, ou des pins. Donc ça permet d'avoir une très très grosse diversité très très rapidement en très très peu de kilomètres à vélo. Mais José, moi je me pose une question, mais je pense que les auditrices et auditeurs aussi, c'est qu'il n'y a pas d'accent. Alors est-ce que tu es portugais? Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es un Français qui est venu vivre au Portugal? Pour mon histoire, c'est un peu compliqué. En fait, je suis français, né en France, fils de parents portugais. Je suis venu au Portugal quand j'avais 12 ans. Et après, je suis revenu en France et maintenant, je suis revenu au Portugal. Génial. Voilà. Bon, oui, je connais assez bien les deux pays. Bon, on rentrera dans le détail tout à l'heure, et puis en plus, tu feras la traduction avec Pedro pour nous. Alice, enchanté de faire ta connaissance. Enchantée. Je suis ravi de pouvoir te rencontrer, mais aussi que tu nous partages ton parcours. Et justement, alors, si tu pouvais te présenter pour les auditrices et auditeurs. Bien sûr. Merci pour m'avoir ici. Oui, je m'appelle Alice. Je suis italienne. Alice, c'est italien, mais Alice, c'est le même. Ça change chaque pays. Oui, j'habite ici à Lisbonne. Donc, pas trop loin, 3 heures ici. Pardon, ça, le français va pas être parfait tout le temps. C'est parfait. Ça marche, Alice. mais peut-être ça va être pas parfait, je suis italienne. Mais oui, du coup, mon histoire sur le côté vélo, c'est commencé autour de 2017, 2018. En Italie ou au Portugal? Et en vrai, ça commençait vraiment en Corée du Sud. Ok, alors explique-nous ton parcours professionnel. Alors, on va y aller. Parce que ça pas vraiment loin. Mais du coup, moi, j'ai fait mes études aux Pays-Bas. Ok. Et puis, aux Pays-Bas, tout le monde fait des vélos. Du coup, moi aussi, j'utilisais les vélos pour aller à l'université, mais c'était vraiment transport mode commuting, quoi. Ce qu'on appelle en français le vélo taf, c'est-à-dire le vélo pour aller travailler, vélo taf. J'en profite d'ailleurs pour dire que la Race Cross Benelux cette année part d'Amsterdam devant le village olympique, devant le stade olympique. Trop stylé. Du coup, ça a commencé un peu comme ça, mais en vrai, je suis partie faire mon Erasmus au Corée du Sud. Et là-bas, mais on n'avait pas des plans pour des vacances d'automne. Et un professeur, on a dit, mais en vrai, il y a une route de vélo hyper stylée, ça commence de Séoul et ça va jusqu'à Busan. Du coup, tu vas creuser toute la Corée du Sud. C'est 60 km. 60 km. Et c'est tout des routes de vélo. Et ça suit des fleuves. C'est hyper stylé. Et il y a des hôtels, il y a des motels qui sont à l'heure en Corée du Sud. Et ils ont tout changé sur la route de vélo. Ils sont Love Motel, mais aussi Psycho Motel. Ils ont les néons, ils ont pour les deux. On fait les deux. Et du coup, avec des potes, on a acheté des vélos, mais assez communs, en marché, mais comme 30 balles, des vélos des villes. Ouais. Et on a dit, on part avec un sac. Et c'est comme ça que tu as fait tes premiers tours de roue. C'était les premiers voyages en vélo. On est parti en 4, on est arrivé avec 2 personnes, parce que 2, on a abandonné après 3 jours. On a dit, qu'est-ce qu'on fait ici? Et moi et l'autre, on a dit, on kiffe trop, c'est trop bien, on va continuer. On est arrivé à Busan, et moi, j'étais déjà, ok, je dois le refaire une autre fois. Et avant, tu n'avais jamais fait de vélo? Non. Ou peut-être juste comme ça pour te déplacer, mais pas en mode voyage. Jamais voyage, jamais voir vraiment les panoramas, combien ça change. Tu peux vraiment voir beaucoup quand tu voyages en vélo, mais ceci beaucoup plus long qu'aller en voiture. Du coup, c'est vraiment la vitesse que Bien sûr, bien sûr. Et surtout en Corée du Sud, les paysages doivent changer complètement de ce qu'on voit ici. Exactement. Et en plus, si tu habites à Séoul, c'est aussi une grande ville, c'est 10 millions de personnes. C'est complètement déjà, différent. Pour sortir de Séoul. L'expérience de la nature, des villages. Tu vois aussi l'histoire de la Corée du Sud, parce que c'est un pays assez pauvre. Alors, mais comment on roule là-bas alors? Comment est-ce qu'on roule? Est-ce qu'il y a des pistes cyclables? Est-ce que c'est vraiment très compliqué? C'était tout. C'est pour ça qu'on est parti, parce qu'on a dit, c'est tout pistes cyclables, ça va être assez facile. Et il y a 4, ça s'appelle The Four River Biking Path. Il y a 4 fleuves et il y a des pistes cyclables qui vont suivre tout le fleuve. Génial. Et c'était génial. Et puis, ça, c'est un peu comment c'est commencé.
Et puis, c'est grandi de plus en plus la passion pour le vélo. Je suis rentrée, j'ai déménagé à Berlin. À Berlin, beaucoup de monde fait des vélos. Moi, j'ai commencé à faire des triathlons au début. J'ai fait un triathlon olympique parce que j'ai kiffé les trois sports. Mais puis, j'ai dit non, le vélo, c'est vraiment mon sport. Je vais continuer avec ça. Et période Covid, avec une copine, on voulait faire les vacances. Elle m'a dit, mais... Tu étais où à ce moment-là? J'étais à Berlin. Ok, donc tu étais revenu en Allemagne. Okay. Oui, exactement. Parce qu'il y a eu un confinement assez strict aussi en Corée du Sud, je crois qu'ils ne sont pas sortis pendant longtemps. Oui, non, mais j'étais déjà rentrée, j'étais à Berlin. Et oui, Berlin, c'était plus relaxé, mais quand même, on voulait faire des vacances. On a dit, ok, on va partir en Italie, mais il y a trop de risques que tout va fermer. Du coup, on a dit, on achète des vélos, vélo de gravel, cette fois, c'est bien vélo. Et on va partir, et on part avec la tente et tout. Et si tout va fermer, on va faire les vacances camping sauvage. Et ça marche quand même. Et du coup, on a fait toute la Sardaigne, l'Italie, tout l'île en vélo. C'était 2 semaines. Et j'ai réalisé à la fin autour des jours 10 des voyages, c'est les moments que tu commences vraiment à avoir compris les paces, comment aller en vélo, où tout est dans la sacoche. Exactement. Tu es vraiment relaxé. Après 10 jours, ok, je peux continuer ça, mais beaucoup plus de temps. Mais puis, c'était terminé parce que c'était 2 semaines. Je dis, comment? C'est seulement 2 semaines. C'est déjà fini. Exactement. Et du coup, l'année après, c'était 2021. J'ai décidé de laisser Berlin pour déménager à Lisbonne. Et j'ai laissé mon travail pour déménager à Lisbonne et commencer à faire l'université, faire mon master. Ok. Et du coup, j'avais 2 temps pendant l'été et j'ai dit, je pars de Berlin et je vais à Lisbonne en vélo. J'ai 2 temps. Du coup, je suis partie, j'ai fait 2 mois de vélo. Génial. J'ai fait Berlin. Le vélo, c'est la liberté. Exactement. J'ai fait Berlin, Amsterdam, Rotterdam. Je suis allée visiter des potes. Ah, mais en Paris. plus, tu fais un petit détour. C'est-à-dire qu'il ne va pas en direct. Tu t'es dit. C'était pas de rush. Et j'ai fait Paris. En vrai, j'adorais la France. J'ai fait des Paris jusqu'à Gien. J'ai fait toute la Loire à vélo. Ouais, je viens effectivement. Après, tu prends la Loire pour descendre vers Nevers. Tu peux descendre effectivement. Exactement. L'Espagne, j'ai essayé de faire un peu de chemin de Santiago et puis je suis descendue plutôt sur Salamanca. Et ça, c'était incroyable. J'ai dit, ok, j'aimerais bien faire ça tous les années. Et vraiment, en fait, c'est impossible parce que je dois travailler aussi. Mais l'année après, j'ai terminé l'université et je suis partie. Donc, quand tu dis l'année après, c'est quoi? C'est 2021 2022. Ok. J'ai terminé le master et je suis partie en Italie parce que de toute façon, moi, je suis italienne, mais je suis partie il y a plus de 10 ans d'Italie. Je suis partie après le lycée direct. Et toutes les fois que je retourne, je vois qu'il y a ma famille. Et du coup, j'ai jamais trop l'occasion de voyager, voir l'Italie. Aussi parce que je ne l'ai pas fait, je pouvais le faire. Et du coup, j'ai dit, ok, j'allais tendre l'été. Et j'ai fait tout l'Italie en vélo, tout la côté de l'Italie en vélo. Pour vraiment connaître ton pays, bien sûr. Connaître le sud de l'Italie. Et vraiment, je voulais que... Tu as fait la Calabre? Tu as fait la Calabre, tu es descendu jusqu'en bas? J'ai coupé un peu la Calabre parce que je me sentais pas trop safe sur la route. J'ai eu un peu de situations où j'étais pas hyper confortable. J'ai un peu coupé ça, mais j'ai fait toute la Puglie, toute la côte. C'était incroyable. Et là-bas, j'ai commencé à pousser un peu plus le vélo. Et j'ai dit, peut-être j'aimerais bien faire un compète. On va en parler. On va parler de les compètes peut-être plus tard. Exactement, on va revenir après. Okay. Je vais laisser la parole à Pedro. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Alice nous a été recommandée par Pedro, qui m'a été recommandé par JP. Donc, voilà, on est tous là tout ça par de JP. Donc, un grand merci à JP Ferreira, avec qui j'anime le podcast Tous en selle et donc l'atelier de JP où on parle de pneus, notamment Reners, on en parle avec Pedro, qui sont des pneus extraordinaires. Une fois qu'on les a goûtés, qu'on les a testés, on peut plus revenir en arrière. Donc voilà, on parle de pression, on parle de cadre, on parle de mécanique. Et quand j'ai dit à JP, écoute, je cherche des invités pour présenter, parler de Race Cross Portugal sur Porto, il m'a dit, j'ai quelqu'un pour toi, contacte Pedro. Pedro est là. À Pedro, je lui ai dit, écoute, j'aurais besoin, je cherche une fille. J'aimerais faire parler une fille sur le cyclisme féminin au Portugal. Pedro m'a dit, j'ai quelqu'un, j'ai Alice. Et on est tous autour de la table. C'est formidable. Pedro, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Olá, eu sou Pedro. Alors, j'ai pas fait la traduction. Excuse-moi, mais il comprend le français. Mais alors, on va le faire en portugais. C'est mieux. Sou Pedro, obrigado por me teres convidado para estar aqui. Tu queres saber m'avoir invité? Je sais pas. Vas-y, vas-y, c'est bien que tu le fasses comme ça. Ouais. Fazemos assim? Ok.
Tu queres saber a minha história de como é que eu cheguei aqui? Como é que... Tu veux connaître mon histoire? Comment je suis arrivé là? Ce qui m'intéresserait, Pedro, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a amené à faire du vélo. Et puis après, dérouler effectivement un petit peu ton parcours comme Alice. C'est-à-dire, est-ce que le vélo faisait partie de ta vie jeune? Est-ce que tu l'as découvert en arrivant sur la région, si tu n'es pas de la région? Voilà. Et comment le vélo aujourd'hui, quelle part le vélo a dans ta vie? Complicado. On a 3 heures. Eu ando de bicicleta desde que nasci. Je fais du vélo depuis que je suis né. Sim, a minha região, eu sou de Aveiro, não sou daqui do Porto. Il est d'Aveiro, qui est à côté de Porto, mais pas à Porto donc. C'est quoi? C'est 1 heure? C'est 3 heures? Un peu moins d'1 heure. Ok, donc c'est vraiment la région. Sim. Ok. E na minha região nós íamos sempre todos os amigos para a escola, todos juntos. A bicicleta faz parte do dia-a-dia da região. Donc, E dans eu ma région, não on era allait à diferente. l'école avec les copains à l'école en vélo, tous ensemble. Donc ça fait vraiment partie de notre culture, en tout cas de mon coin. Só para ter um exemplo, na nossa região as padeiras iam distribuir o pão por todas as casas com 2 cestos enormes, como alforjes gigantes, com 1,5 metro de altura, na parte de trás, carregados de pão até cima, iam distribuir o Juste pão. pour donner un exemple, les boulangères faisaient la distribution du pain dans le village, dans les maisons, à vélo, avec 2 énormes paniers remplis de pain à ras-bord. E então a bicicleta sempre fez parte da minha história. Donc le vélo a toujours fait partie de mon histoire. Se nós fizermos fast forward para 2020, eu comecei a fazer escalada num ginásio lá perto de casa. Donc, si on fait une avance rapide à 2020, j'ai commencé à faire de l'escalade dans un gymnase. Isso. Eu moro a 25 km do ginásio de escalada e eu queria ir da minha casa até ao ginásio de bicicleta e não usar o carro. Donc, j'habite à 25 km de ce gymnase d'escalade et je voulais pas utiliser la voiture, donc j'ai commencé à aller en vélo. Sim. E então comprei uma bicicleta, eu já tinha bicicletas, mas comprei mais uma bicicleta de commuting para poder ir fazer essa viagem todos os dias. Okay, donc j'ai acheté un vélo pour pouvoir faire le voyage tous les jours, un vélo plutôt de vélo taf. E comecei a fazer isso regularmente até que chegou a pandemia e nesse mesmo ano de 2020 o meu irmão mais velho morreu, o meu irmão do meio morreu infelizmente e eu usei a bicicleta como terapia e fazia 100, 120, 150 km por dia para desanuviar et para pensar noutras coisas. Donc j'ai commencé à faire du vélo régulièrement pour aller au gymnase et après est arrivée la pandémie. Ensuite mon frère du milieu est décédé malheureusement et donc j'ai commencé à faire beaucoup de kilomètres, 150 km pour penser à autre chose. Isso. E depois foi uma questão de usar a bicicleta como parte da minha vida e a partir daí comecei a usá-la todos os dias, ia toda a hora, ia para todo lado, era uma ferramenta de terapia. Voilà. Donc le vélo est devenu une part de ma vie et je m'en suis servi pour tous mes déplacements et c'est devenu comme une thérapie pour moi. Isso, boa. Et la relation avec JP, dans quel cadre tu collabores avec JP? O João, eu gosto muito de técnica e de tecnologia e de pneus e de bicicletas e René Hurst Friends eu seguia no Instagram e um dia o João disse que vinha a Portugal e que andava à procura de contactos, só, assim, simples. Attends, donc João ou JP? Oui. J'aime beaucoup. Jean-Philippe. João. Ok, Jean, ouais. Je croyais qu'il était portugais, moi. J'aime beaucoup la technologie et donc j'ai commencé à le suivre, c'est ça, sur Instagram, sur son compte. Oui. Et j'ai commencé à... Eu segui o João e ele perguntou online por contactos, disse que vinha a Portugal. Ah, il m'a demandé donc en ligne des contacts au Portugal et il a dit qu'il venait au Portugal. E então eu respondi à mensagem e disse-lhe, pá, anda cá, se passares por Aveiro, eu pago-te um copo. D'accord, donc je lui ai répondu au message en disant que si jamais tu passes à Aveiro, ma ville, je te paye à boire, je te paye un pot. Et il est de la région, hein, Jean-Philippe Ferreira. Sa maman est d'un village pas très loin d'ici justement, donc il connaît parfaitement la région. Portugais comme moi en fait. Exactement, qui vit à Clermont-Ferrand. À Clermont, ville de portugais. J'aime beaucoup. Hein. E então encontrei-me com o João e tomámos o café e ele pediu outros contactos e depois encontrou... eu dei-lhe um contacto de um frame builder em Aveiro e a partir daí começámos contacto. Depois eu comprei-lhe uns pneus
E foi aí. Donc voilà, il est venu, on a pris un pot ensemble, il m'a demandé des contacts, il m'a demandé un contact d'un frame builder, je ne connais pas le terme français. Ça veut dire en fait un cadreur, en fait, des personnes qui font les cadres. Ouais, tout à fait. Et... Sim, e desde então... c'est comme ça qu'ils collaborent. Mantivemos contact. Voilà, vous collaborez ensemble. Génial. Vous avez gardé contact. Génial. Merci pour cette présentation. Je vais revenir sur Alice pour continuer ton histoire, justement. Donc là, tu sors des études, tu fais ce périple à vélo parce que tu as le temps et tu vas visiter ton pays. Et tu nous expliquais avant qu'on ouvre les micros, parce que si vous suivez Alice, et je vous invite à la suivre sur les réseaux sociaux Instagram, qui produit beaucoup de contenu, on a l'impression qu'elle ne fait que du vélo, mais elle ne fait pas que ça. Elle a un métier très sérieux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Alice ? Moi, je travaille dans un fonds d'investissement. Ça s'appelle, du coup, c'est Venture Capital, pour ceux qui connaissent. Et du coup, c'est un fonds d'investissement. On fait des investissements dans des startups très early stage. Du coup, les premiers investissements institutionnels, c'est vrai. Et on fait des investissements qui sont dans des startups à impact social ou qui font des technologies pour la sustainabilité. Du coup, pour ceux qui connaissent, c'est des climate tech, ou agri-food, ou de la santé. Et oui, j'ai commencé à travailler là-bas après mes études. Et on fait investissons et aussi on fait des accélérations pour les startups. Beaucoup de travail dans le travail d'entreprise. Ouais. Et est-ce que tu as... donc quand tu es rentré dans la vie active, est-ce que la création d'endorphines que tu avais pu avoir en faisant beaucoup de kilomètres, c'est vrai que c'est agréable, on a du temps, on s'arrête quand on veut, on fait de belles images, on fait de belles rencontres. Et là, le fait de rentrer dans la vie active, est-ce qu'à un moment donné, tu as réussi à trouver l'équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie de sportive ? Oui, pour beaucoup de temps, j'ai pas trop dormi, en vrai. Mais j'arrive pas à faire pas de vélo. Moi, j'ai vraiment besoin. Ça fait partie de ta philosophie ? Et c'est vraiment partie de ma routine. Je fais de vélo. Oui, je vais au travail avec le vélo, mais puis j'ai fait des entraînements de vélo presque tous les jours, puisque j'ai vraiment besoin les matins pour avoir de la clarté dans ma tête, pour vraiment être capable de travailler. Les jours que tu me rencontres que je ne fais pas d'entraînement, je suis là. J'arrive pas à faire. Et, du coup, c'est difficile, je trouve, quand tu veux faire d'entraînement pour des compètes, de continuer à voir le vélo comme le sport de liberté que tu peux faire dehors. Ça, c'est difficile. Parce que faire des heures sur les indoor trainers... des Zwift ou autre. Ouais. Ça, c'est facile. C'est vraiment 1 heure, 2 heures, c'est vraiment des logistiques dans ton agenda. Ça arrive à faire. Mais vraiment prendre le temps pour être libre et dire, OK, je pars et je vais faire mon aventure. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que quand tu fais du Zwift, effectivement, tu sais que ton programme fait 45 minutes ou 1 heure ou 1 heure et demie. Bref, c'est timé. Voilà. Alors que de partir le matin sans savoir où tu vas aller ou à quelle heure tu vas rentrer, tu as cette sensation de liberté, effectivement. Exactement. Ça, c'est difficile à faire pendant l'année. Moi, j'arrive quand même. J'ai fait beaucoup d'autres voyages plus courts pendant les vacances. Je suis partie, j'ai fait le sud de la France. Quand tu dis des voyages plus courts, c'est combien de kilomètres, Alice ? C'était 1200, voilà. 1300. Mais j'ai fait tout le sud de la France. Cet été, on est allé avec une copine, on a fait de Tirana jusqu'à Athènes. Okay. J'ai fait Albanie, Nord-Macédonie et la Grèce. Mais tu nous parles beaucoup d'aventure. Est-ce que tu es aussi une compétitrice ? Oui. Donc ça veut dire que tu vas sur des épreuves de gravel, de route. Qu'est-ce qui t'attire aujourd'hui dans la longue distance ? Est-ce que tu es plus orienté gravel ? Parce que c'est vrai qu'en Espagne, Portugal, vous avez quand même des spots qui sont vraiment des... Il y a des courses d'ailleurs qui sont reconnues dans le monde entier. Mais aujourd'hui, comment tu pratiques le vélo ? Compétition, longue distance, comment tu choisis tout ça ? Oui. Moi, j'ai commencé ma première compète. J'ai fait la Desertus Bicus. Du coup, beaucoup de Français la connaissent. Ça commence d'à côté de Biarritz. Et cette année, terminée à Setúbal. Du coup, c'était jusqu'à Lisbonne. Et moi, au début, je l'avais choisi parce que j'ai dit, OK, c'est une compète où tous les checkpoints, tu dois passer pour des traces de gravel. Oui. Mais les restes, tu peux choisir. Et moi, au tout début, j'avais un peu peur de faire des gravels, en vrai, une façon complète. Je dis, c'est bien, je peux faire toute la route. Et puis, j'ai des petites traces de gravel
mais je me sens plus confortable à faire la route. Et puis, j'ai terminé la compète et j'avais tellement kiffé de faire les gravels et c'était pas assez. Et du coup, cette année, en vrai, en printemps, je fais la Gravel Birds, qui est une compète ici en Portugal. Et ça, c'est 75% de gravel. Mais pendant la compète, ça semble que c'est tout gravel parce que c'était vraiment dur quand même. Et du coup, maintenant, quand je cherche des compètes, je cherche maintenant une distance comme les Gravel Birds, du coup, autour de 800 km, du coup, pas en hyper longue distance, et plutôt plus difficile sur la côté gravel, parce que j'ai bien aimé un peu plus engagé. La côté technique des gravels. On est sur 800 km, c'est l'équivalent un peu de la Badland. Exactement. Badland, mais en termes de dénivelé, peut-être que c'est différent. Le Badland, je crois. C'est 12 000, je crois. 12 000 dénivelés. Les Desertus Bike, c'était 1400. Ouais, où tu peux choisir ton itinéraire, donc tu peux aussi éviter le dénivelé si tu veux. Ouais. Exactement. Là, tu peux choisir. Moi, j'aime bien en vrai les dénivelés et j'aime bien. Mais je trouve rouler sur les gravels, c'est vraiment ouais, c'est ce que tu aimes. Côté de liberté que j'aime bien. Je vois ce que tu veux vraiment dire. dans la nature, j'ai un peu plus peur encore pendant la nuit. Parce que rouler dans la nuit sur les gravels, aussi tu as des chiens, tu sais pas bien, tu vas avoir un accident, c'est vraiment plus séparé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais j'aime bien. Oui. Et toi qui as roulé dans plusieurs pays d'Europe, de ce que tu nous décris, et qui fait du gravel, alors l'Espagne c'est une terre de gravel, hein, il y a des super spots en Espagne, des déserts magnifiques. Est-ce qu'en Italie, c'est pareil, quand tu rentres chez ton Italie ou quand tu as fait le tour de ton pays, est-ce que tu allais chercher du gravel ou tu étais principalement sur route ? Puisque l'industrie du vélo a beaucoup vendu le gravel en Europe, mais est-ce qu'on a vraiment des terrains propices à avoir des belles pistes, comme vous pouvez avoir dans les déserts espagnols, qu'on n'a pas, nous, en France ? Dans le nord de l'Italie, je ne saurais pas dire. Qu'est-ce que tu penses, toi, du gravel dans les différents pays ? Moi, j'ai fait quelques gravels en Italie. Je n'ai pas encore fait trop de compétitions, mais c'est assez connu pour le Tuscany Trail, le Market Trail. Il y a beaucoup de très, très belles gravels. Moi, j'ai fait dans la Tuscanie. J'ai essayé de faire plutôt gravel. Vous avez aussi les chemins blancs, les chemins blancs qui sont magnifiques aussi. Ça, c'est la route là-bas où il y a Heroica aussi. Et ça, c'est très, très cool. Je n'ai pas visité toute la gravel d'Europe parce qu'en vrai, une façon de voyage, quand tu as beaucoup de bagages, j'essaie de faire plutôt route parce que avec tout le shaking les vibrations de les vélos, si tu as trop de choses, je n'aime pas trop. Mais oui, si c'est possible de faire des gravels, je trouve c'est possible partout. C'est plutôt difficile de faire des voyages assez longs c'est comme je disais, ici en Portugal, ça semblait vraiment de faire tout gravel pendant Gravel Birds. Ça semblait vraiment d'être loin. Tu disais maintenant, avant, il y a trop de villages ici dans le nord du Portugal. Et en vrai, là-bas, on se sentait vraiment qu'on était perdus. Mais il y avait des heures qu'on a dit, mais on est loin de la civilité. C'était vraiment... déjà, j'ai kiffé. Intéressant. Oui. Ouais, très intéressant. Tu voulais poursuivre ? Tu voulais rajouter ? Non, c'est ça. C'est bon ? Oui. Je reviendrai vers toi après. Hein. Je vais laisser la parole à Pedro, justement, le gravel. Je sais que tu as participé, je crois, à l'épreuve dont Alice parle, c'est ça ? Toi, Pedro, t'es plus route ou tu es plus gravel ? Quelle est ta pratique ? I was going to speak in English. Eu pratico as duas coisas, porque eu vivo numa zona muito plana e então eu posso escolher a gravel ou estrada muito facilmente et tenho tudo à 5 km de distância. Je pratique les deux parce que j'habite dans une zone assez plane et je peux choisir facilement du gravel ou de la route. Et qu'est-ce que tu dirais, Pedro, à une personne qui nous écoute, qui s'est inscrite ou qui ne s'est pas encore inscrite sur l'épreuve du Portugal ? Qu'est-ce que tu lui dirais sur les routes portugaises autour de Porto, parce que région que tu connais bien ? Est-ce qu'elles sont exigeantes ? Est-ce qu'elles sont roulantes ? Comment tu décrirais les routes autour de Porto ? À volta do Porto, nós temos muita coisa. Se andarmos mais encostados à costa, é tudo mais plano e limpinho e tranquilo. Se andarmos 10 ou 15 km para este, é tudo para cima ou para baixo, mas as estradas são muito, muito boas. Voilà, donc autour de Porto, il y a deux types de routes. Il y a celles qui sont plutôt
proches de la côte, qui sont plutôt planes. Mais dès qu'on se dévie de 10 à 15 km de la côte, là, ça commence à grimper. C'est déjà des dénivelés plus importants. Et le 1000 km, par exemple, va partir au sud, puis ensuite, avec les boucles, va revenir au nord. Est-ce qu'il y a une différence de profil, de dénivelé, plus au nord ou plus au sud? Ou est-ce que c'est partout la même chose? É muito diferente. A diferença entre o percurso do sul e do norte é água e vinho. Para sul será mais plano, tranquilo, rolante, lindo. Para norte, lindo, mas horrível nas estradas de desnível. Tens subidas super íngremes, descidas super difficiles, mas la beleza est iguale nelas. Donc le parcours, ils sont très très différents. Donc quand on va vers le sud, c'est un parcours assez facile, très plan. Hein. Et quand on remonte, par contre, c'est super difficile. On commence à avoir déjà des belles montées bien pentues, hein, et des descentes très 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 importantes. Mais les paysages sont dans les deux cas magnifiques. Ouais, effectivement, c'est le concept de Race Cross Series, différentes boucles. Qui vont leur permettre d'aller au nord, d'aller au sud, donc de faire pour ceux qui font le 1000 km notamment, ils vont faire une grande boucle de 500 km avec un départ bord de mer, et puis ensuite on va rentrer dans les terres, et puis ensuite il y aura 2 petites boucles, notamment la boucle de 200 qui va vraiment les amener dans les terres, avec des passages dans Porto, hein, qui ont été tracés par Antoine et José, et puis une boucle qui va aussi les amener vraiment au nord, limite à la frontière d'ailleurs, je crois, hein, on n'est pas très très loin de la frontière. Oui. Et ça va permettre d'avoir un paysage qui est très varié. Est-ce que tu as roulé dans d'autres... Tu as roulé déjà en France, en Italie, en Belgique? Ainda não. Pas encore. Já conheço muito de Portugal, já andei muito por aqui, pelo norte e pelo sul. Por acaso, ainda há pouco estava a ver o meu heat map no Strava. Je connais bien le Portugal, j'ai fait le nord, le sud. Hein, et justement, tout à l'heure, je regardais mon heat map sur Strava. E também já andei no Canadá, mas aqui na Europa ainda não. J'ai fait le Canada, mais pas en Europe. Bon, écoute, on te fera découvrir sur une des Race Cross Series, on t'emmènera sur les pavés belges. Il y a les pavés de Porto, hein. Il y a les pavés de Porto. Ils sont costauds ici. Mais tu verras, les pavés belges sont pas mal non plus. Tu as déjà roulé en Belgique? Oui. Et alors? Ben, moi, j'ai kiffé. C'est spécial, hein? Oui, je suis arrivée à Bruxelles et c'était... Oui. Moi, j'aime bien rouler en Belgique. Oui, et tu peux vraiment suivre des fleuves, c'est plutôt plat, du coup, c'était hyper bien. Ouais, et qu'est-ce qui fait la particularité de ces routes portugaises? Moi, je sais que je suis originaire également d'Italie. Mon père est né en Italie, donc je connais bien le nord de l'Italie. Je suis originaire de Brescia. Et quand je vais dans ma famille là-bas, je trouve qu'il y a une ambiance par rapport à la France. Je ne sais pas si c'est la luminosité, mais je trouve qu'il y a une ambiance qui est particulière. Est-ce qu'on ressent, est-ce que toi, enfin, je m'adresse plus peut-être à Alice, parce que toi, tu es ici, tu vis ici, donc c'est différent, mais est-ce que tu trouves aussi que rouler au Portugal, il y a une ambiance qui est particulière, et de quoi, selon toi, ça peut venir? Mais en vrai, c'est bien que tu parles de ça, parce que je crois Lisbonne même, c'est connaissé parce qu'il y a une lumière vraiment particulière de Lisbonne. Il y a, je sais pas, c'est les réflexions de la lumière et tout. Je vois que tout le monde est OK autour de la table. Tout le monde OK, dit oui. Oui. Et moi, je suis du centre, donc je peux parler, je suis complètement indépendant. Mais mon frère habite à Lisbonne et moi à Porto. Et eux, quand ils viennent à Porto, ils disent « Ah, c'est triste ici, la lumière, c'est vraiment beaucoup plus gris qu'à Lisbonne. » Et toi, quand tu vas à Lisbonne, t'es d'accord avec Alice? Il y a un truc... En fait, il y a l'énorme Tage, le fleuve, qui reflète la lumière sur les collines. Oui. Et donc ça donne une lumière très, très, très particulière. Et ça, c'est sur la ville. Moi, je trouve que aussi, la météo, c'est très bien, très souvent ici. Et du coup, voyager, par exemple, dans le sud, dans l'Alentejo, moi, je fais souvent de Lisbonne jusqu'à Sagres, du coup, c'est l'Algarve. Et toutes ces routes-là, il y a vraiment une combinaison les couleurs de l'océan, donc le bleu, mais vraiment il y a la sable, mais il y a aussi dans l'Alentejo de la sable qui c'est plutôt orange ou rouge. Et la lumière comme ça, moi j'aime bien faire des photographies, et si tu fais des photographies argentiques, les couleurs sont quelque chose d'incroyable. La combination, ça marche parfaitement avec l'argentique. Bon, là, je sens qu'il y a la passion qui parle. Hein. On va parler de photos, alors. On va parler de photos. Alors, parlez-nous justement de comment vous arrivez à mélanger ces deux passions, photo et vélo. C'est-à-dire que, est-ce que vous partez systématiquement avec un appareil photo avec vous? Est-ce que vous vous arrêtez souvent pour faire des photos parce que vous trouvez le spot magnifique et vous vous dites, si je passe
jamais je repasserai ici, donc je m'arrête maintenant et je mémorise le cadre. Comment est-ce que vous arrivez à concilier les deux et quels sont vos boîtiers, quels sont vos appareils? Moi, j'adore la photo. Eu comecei a fotografar bicicletas por acaso. J'ai commencé à faire des photos de vélo par hasard. Esse tal frame builder que falei há pouco, ele tinha quadro e eu fotografei esse quadro para o frame builder. Donc le frame builder, le cadreur, il avait un cadre et j'ai fait. Mais je commence à comprendre le portugais. Je me surprends moi-même. Le frame builder. Donc j'ai photographié son cadre. E ça a commencé comme ça. Sim, mas antes disso eu tinha encontrado por acaso... Não, desculpa, estou aqui um pouco confuso agora na linha temporal. Mas esse frame builder pôs-me em contacto com o diretor da Gravel Birds e o Gravel Birds convidou-me para ir fotografar o evento há 2 anos. Okay. Donc le cadreur m'a mis en contact avec l'organisateur de la Gravel Birds et donc j'ai commencé à photographier la Gravel Birds il y a 2 ans. 2 ans, oui. Il y a 2 ans. Fui lá, fotografei e apaixonei-me completamente pela fotografia da aventura e passar 10 dias numa carrinha a cheirar mal. J'y suis allé, je suis complètement tombé amoureux de la photographie de l'aventure et je suis passé 10 jours dans une camionnette qui ne sentait pas très bon. Pour photographier l'événement, c'est ça? Pour photographier l'événement. D'accord, mais est-ce que toi, en tant que passionné de vélo, parce que là, c'est le côté professionnel, est-ce que toi, en tant que passionné de vélo et passionné de photo, quand tu vas faire un ride de 50 km ou de 200 km ou de 150, est-ce que tu emmènes systématiquement ton appareil avec toi pour ne pas rater une photo? Sim, eu levo sempre a minha máquina comigo. Essa foi a pergunta, não é? Eu levo sempre a minha máquina comigo e se não for treinar, que eu na minha cabeça estou sempre a treinar para alguma coisa, mesmo que não tenha objetivo definido. Oui, mas j'emmène toujours mon appareil photo avec moi, même si je m'entraîne pas. Sim. E leva a Il a toujours son boîtier avec lui. Ouais. Toujours le boîtier, quoi qu'il arrive. Sim, nem que seja só o telemóvel, eu paro o treino, é bonito, tiro a fotografia et continuo. Donc même pendant mon entraînement, je m'arrête, c'est joli, je fais la photo et je repars. Et quel est ton boîtier? Quelle marque? De quelle marque? É preta e tira fotografias. Elle est noire, elle fait des photos. Canon ou Nikon? Fuji. On est la même team, la team Fuji. Et pour toi, Alice, parle-nous de ton matériel. Et est-ce que tu emmènes systématiquement avec toi, avec une sangle autour, ou pas forcément? Moi, j'essaie d'apporter toujours, peut-être pas pour tout l'entraînement, parce que si j'ai fait vraiment la route juste de Lisbonne, que c'est toujours les mêmes en même temps, je n'apporte pas la caméra aussi, parce que je sais que pour prendre des belles photos, j'ai besoin de m'arrêter, parce que j'ai fait de l'argentique. Et j'essaie de temps en temps de la prendre en roulant, mais j'ai toujours peur de la perdre, parce que en plus, il y a un côté un peu affectif sur la caméra, parce que c'est la caméra de ma mère. On l'a juste retrouvée, mais dans... Prends des risques à l'emmener alors. Tu prends des risques à l'emmener. Elle l'utilisait pas, on l'a retrouvée vraiment génial. À la maison. Elle m'a dit, parce qu'elle faisait trop de photos quand moi j'étais petite. Et puis elle a complètement arrêté, elle s'est complètement oubliée qu'elle avait 3-4 caméras. Et je suis rentrée à la maison, elle était en train de la vendre. Je dis non, moi je vais la prendre, je vais l'utiliser. Et c'est une caméra très très belle, c'est un Leica. Et qui c'est hyper bien. Alors là, on a tous les yeux qui se sont mis à briller quand tu as dit Leica, tu vois. On a tous dit waouh. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas peur aussi de la casser. Mais oui, je la porte toujours quand je pars en voyage. Toujours, je l'ai avec moi. Et pour la compète de vélo, parce que je sais que dans la compète, tu commences pas à dormir, c'est pas bien de risquer avec ça. J'apporte souvent une disposable. Oui, pour faire quand même d'argentique. J'ai toujours le téléphone et j'aimerais bien prendre une caméra digitale pour pas utiliser le téléphone. Mais j'aime bien les façons d'avoir l'argentique et faire des moments spéciaux pendant les voyages qui sont vraiment OK. Ça, c'est quelque chose de particulier. Je sais pas, on a dormi dans la dernière compète avec des potes. On a dormi dans un bank. Oui, dans un hall de banque. Il y a toujours une petite chambre où on prend la chambre. C'est ça. Vraiment la première chambre. Et on a dormi là-bas par terre. Et ça, j'ai pris en photo et j'ai dit, OK, j'espère que ça va marcher. Et finalement, c'était un peu avec pas trop de lumière. Mais ça, sont les moments que tu dois porter la caméra, attendre les 2 semaines qui tout retour. Et puis, tu as l'email avec toutes les photos à télécharger.
était vraiment ça, c'est l'émotion de vivre la seconde fois toute l'aventure. Et qu'est-ce que vous recherchez tous les deux quand vous prenez une photo? Alors moi, par exemple, quand je prends des photos, je suis très rectiligne. J'aime les cadres, j'aime les lignes, c'est très rectiligne. Et vous, qu'est-ce que vous recherchez quand vous prenez une photo? C'est un paysage? C'est une expression? Ou c'est un bâtiment très rectiligne comme moi je pourrais prendre en photo, ou des choses très droites? Qu'est-ce que vous recherchez quand vous prenez une photo? Qu'est-ce que vous voulez raconter à travers la photo dans votre sortie de vélo? Oh, c'est compliqué comme question, ça. I understand. Je me suis presque même pas compris moi-même, tu vois. O que é que nós procuramos, quando tiramos uma fotografia, o que é que procuramos registar? O que queres contar? Isso. Eu estou sempre à procura da luz, la lumière. Je recherche toujours la lumière. Sempre, sempre, sempre. Donc ça veut dire lever de soleil, coucher de soleil, c'est vraiment tes heures préférées? Sim, muito. 100%. Noir et blanc ou couleur? As duas. Les deux? Les deux. Sim, mas eu prefiro a cor. Je Sempre. préfère la couleur. Sim. Mas a luz, principalmente a luz e as sombras que ela cria. La lumière, les ombres qu'elle crée. E eu quero transmitir na fotografia aquilo que eu estava a sentir naquele preciso momento. Je voudrais transmettre dans la photo ce que je sentais à ce moment précis. Intéressant. Intéressant. Et pour toi, Alice? Et je trouve que c'est similaire, que j'essaie toujours de prendre des photos de des moments où j'ai une sensation et je veux sauver la sensation. Oui. Tu veux l'enregistrer, tu veux la mémoriser? Exactement. Du coup, je crois... En vrai, pendant les voyages, il y a vraiment des différences où on peut être un panorama qui c'est très, très beau, des lumières qui sont très beaux, mais aussi vraiment une sensation, je sais pas, en train de prendre un café. Et c'est souvent les moments de les cafés parce que je me sentais tellement bien, mais aussi la majorité de mes photos sont en vrai des portraits, sont des photos des personnes. Parce que c'est toujours quelqu'un où je sens quelque chose pour la personne. Et du coup, j'ai beaucoup de portraits et en vrai, j'aimerais bien commencer plus et plus de photos de personnes. Parce que je veux bien entendre les moments. Des visages, des... Ouais. Et la première fois, tu commences à demander est-ce que je peux prendre une photo? Et la personne, elle sait pas comment répondre. Du coup, j'attends un peu plus. Et puis, je prends les photos. Et ça c'est les moments meilleurs pour voir les yeux et comment ils sont. Ah, génial, génial. J'aimerais qu'on parle des communautés cyclistes ici au Portugal, ici à Porto. Comment est-ce que ça roule, Pedro, ici au Portugal? Est-ce que ça roule beaucoup en club? Est-ce que ça roule beaucoup en communauté, sans forcément être licencié? Ou est-ce que chacun roule un petit peu de son côté? Comment est-ce que roule la communauté des cyclistes portugais? Existem muitos clubes na região, aqui no Porto e em Lisboa e por outras cidades. Il y a beaucoup de clubs au Portugal, que ce soit no nord ou à Lisbonne ou ailleurs. Mas a minha perspectiva é que há pequenos grupos de amigos que se juntam ao fim de semana para andar e não fazem parte de nenhum clube em particular, mas juntam-se aos 10, aos 15 para fazer percurso de 50 ou 100 km. Donc selon moi, c'est plutôt des groupes d'amis qui se réunissent les week-ends, qui font pas forcément partie d'un club et qui se réunissent à 5 ou 10 pour aller faire quelques kilomètres pendant les week-ends. Sim, nós vemos lá fora nas redes sociais que existem clubes de ciclismo que se reúnem todas as semanas ou todos os dias para fazer voltas em particular e usam todos o mesmo kit e fazem aquela... Não sei se tu tens essa experiência ou não. Tens? Non. On voit sur les réseaux sociaux qu'effectivement, il y a des clubs qui se réunissent aussi, même peut-être tous les jours avec le même équipement, le même kit pour rouler. Mas eu vejo também muita gente muito sozinha a treinar ou sozinhos ou só com um amigo e vão fazer voltas muito compridas. Ou aussi des gens qui sont tout seuls en individuel ou avec un ami et qui vont faire des tours très très grands. Não tenho a sensação que haja uma comunidade muito grande, pelo menos na zona onde eu vivo. Pode ser muito diferente onde vives tu. Donc je n'ai pas l'impression qu'il y ait une communauté très très grande, du moins dans la région où j'habite. Ça roule un peu comme ça en France aussi, c'est-à-dire on voit que le nombre de licenciés en France faiblit. Il n'y a pas une explosion du nombre de licenciés, par contre il y a une explosion du nombre de participants. Et comme tu le disais, c'est-à-dire des amis ou des copains et copines qui se retrouvent ensemble et qui vont faire un ride sans forcément être licenciés. Donc ça ressemble beaucoup à ce qui se passe en France et probablement en Europe. Et j'aimerais avec Alice parler du cyclisme féminin, parce que je sais que tu es très impliquée. Donc parle-nous comment le cyclisme féminin progresse au Portugal. Moi, je peux parler que pour Lisbonne et aussi de ma petite expérience. Oui, mais aussi des communautés féminines que tu peux croiser ou rencontrer, ou peut-être les messages que les gens t'envoient aussi, comme tu es identifié comme ça. Je sens, pour commencer, que c'est presque les mêmes ceux que je vois à Lisbonne aussi. Peut-être, je vois aussi qu'il y a beaucoup de différences
par rapport, par exemple, à Berlin ou des autres grandes villes, où peut-être ce n'est pas les clubs comme enregistrés licenciés, mais il y a beaucoup de cycling clubs qui sont plutôt poussés, organisés quelques brands. Du coup, il y a MAP, il y a des brands, je sais, à Berlin, qui organisent beaucoup de rides. Tu n'es pas forcément licencié par un club officiel, mais il y a beaucoup de communautés comme ça, et je trouve que c'est encore un peu au début à Lisbonne. Il y a des groupes qui s'organisent. Mais tu sens que c'est le début d'un mouvement. C'est le début d'un mouvement, et par rapport à ça, c'est pour ça que je trouve ça important, il n'y a pas vraiment quelque chose qui est organisé pour les meufs. Okay. Et je trouve que... Ça, c'est une bonne expression française. Ah oui, complètement, là. Les meufs. Oui. Non, mais je ne pensais pas que tu mort. Voilà, on est d'accord. Et je trouve vraiment différent, parce qu'à Berlin, j'avoue, puisque c'est grandi tellement, il y a beaucoup de groupes qui sont souvent féminins ou féminins, mais inclusifs de tout le monde. Et je trouve que c'est bien d'avoir des différences. Et à Lisbonne, dans les dernières 4 ans que je suis ici, j'avoue qu'il y a beaucoup plus de filles ont commencé à faire des vélos. Et je rencontre souvent des filles seules sur la route classique que tout le monde qui est à Lisbonne connaît, la marginale, qui c'est de Lisbonne vers Cascais. C'est la route que tout le monde de Lisbonne fait toutes les semaines. et je vois tout le temps plus de filles qui sont seules, ou peut-être à 2, mais quand même, c'est encore rare. Et pourquoi, selon toi, alors? Pourquoi aujourd'hui les filles, alors c'est comme en France et aussi en Europe, hein, y a beaucoup de filles qui vont rouler, mais c'est ce qu'on disait juste avant qu'on ouvre les micros. Nous, on a une marque partenaire de Race Cross Series, qui est une marque qui fait du textile féminin avec des innovations, qui est Wilma, et qui a fait une enquête auprès de leur communauté. Les filles disaient, nous, on préfère rouler soit seules, soit entre filles avant d'aller rouler avec des groupes de garçons, parce qu'on a peur de ne pas tenir le rythme, parce qu'on ne sait pas trop rouler en peloton. C'est vrai qu'au début, c'est pas facile de tenir des roues. Hein, donc, est-ce que... c'est des remarques que l'on t'a fait dans les filles que tu as pu croiser au Portugal ou dans la région de Lisbonne, là où tu es? Oui, mais exactement. C'est les mêmes freins. Et une vraie, je dois admettre que moi, j'ai fait beaucoup de vélo avant d'arriver à Lisbonne déjà. Et quand même, moi aussi, au début, j'hésitais un peu à commencer à aller avec... j'ai été rajoutée à des groupes WhatsApp des vélos. Et j'avoue que toutes les photos, c'était que des hommes. Et j'ai dit, mais je sais pas, en vrai, s'ils roulent très vite, je sais pas, ça va être très bien. Du coup, moi aussi, j'ai hésité un peu. Finalement, je suis allée et j'ai fait beaucoup de vélo, j'ai beaucoup de bases. Du coup, je pousse tout le temps et j'aime bien le rouler vite. Mais puis, j'ai commencé à parler avec beaucoup de copines, parce qu'en vrai, moi, j'ai commencé vraiment à raconter mon histoire. En vrai, sur la route, sur la première compète que j'ai fait, des Artus Bikers, j'ai fait un documentaire. Et l'objectif, c'était de raconter, à travers des docufilms, de promouvoir une perspective féminine dans le monde de la compétition ultra, que c'est niche, et c'est hyper niche pour les meufs. Et quand j'ai rencontré toutes mes copines, toutes les filles qui sont venues voir les docufilms, tout le monde me disait, mais moi, j'aimerais bien commencer, mais comment je commence? Parce que j'ai un peu peur d'aller seule. Et je veux bien trouver des autres filles aussi pour écouter de ces expériences et te donne beaucoup de force d'écouter comment les autres avaient beaucoup d'hésitation aussi, et puis on se peut aider ensemble. Et c'est pour ça qu'avec une copine, parce qu'on relaie ensemble les deux, on a commencé une communauté de cyclisme, c'est commencé il y a quelques mois, mais c'est très bien, on a commencé à faire social rides, et la dernière fois on avait 14 ou 15 filles. Ah, c'est bien pour un début, effectivement. Et tout le monde disait, mais finalement, je vais trop hâte d'y aller, mais tout le temps j'ai peur d'être pas assez vite, exactement, avec les bons... Mais les filles roulent différemment, en groupe roulent différemment, c'est-à-dire que tu prends un groupe de garçons, ils vont rouler, ils vont s'attendre un petit peu en haut des bosses, et puis au bout d'un moment ça va s'effilocher un petit peu. Les filles sont... Je trouve qu'il y a un peu plus de solidarité quand même. Puis un groupe de filles après un ride, nous, ce qu'on constate en France, c'est que tu prends un groupe de garçons ou un groupe mixte, quand le groupe a terminé son ride, les mecs, ils rentrent chez eux. C'est-à-dire que les mecs, ils vont pas traîner à prendre une viennoiserie, alors qu'un groupe de filles, elles vont rester la journée entière. C'est pour ça que la première social ride, c'était vraiment inclusif, quoi. C'était autour de 25 km, c'était tout debout.
Et puis, je passais, je crois, 1 heure et demie pour le café. C'était presque le même temps. Et vélo pour un café. Et donc, ça ressemble. Très bien. Et puis, j'avoue, c'est pas la même recherche, je pense. Exactement. Dans les groupes WhatsApp, maintenant, tout le monde commence à organiser des rides ensemble. Et ça, c'est un peu le bout dans des trucs. Ah, génial. Bon, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. J'ai une question sur l'alimentation. Non pas forcément votre alimentation à vous sur la route, mais qu'est-ce que les cyclistes ultra-distance, quand ils vont faire leur boucle, comment est-ce qu'ils vont pouvoir se ravitailler? Alors là, je vais poser une question volontairement qui va vous provoquer, mais est-ce qu'on trouve des petits flancs ici? Ah, c'est pas gentil. Il n'a pas compris. Hein. Tu vas l'expliquer. Tu vas lui expliquer. Ah, je vais essayer. A perguntou se a gente encontra aqui pequenos flanches. Sabes o que é que eles chamam a pequeno flan, os franceses? Não. Os pastéis de nata. Mas isso, do nosso ponto de vista, é quase um insulto. Sim, é um insulto. Là, j'ai pas compris. Je ne sais pas si je vais traduire. Non, je rigole, bien évidemment. Je chambre un peu, mais en tout cas, voilà. Qu'est-ce que les cyclistes vont trouver? Est-ce qu'il y a des petites supérettes comme chez nous en France, où on peut toujours trouver même des petites supérettes à manger avant 19-20 heures, tout dépend. Comment le cycliste ultra-distance, quand il va être sur les boucles, il va pouvoir trouver quelque chose le soir, le matin, la nuit? Voilà, je pense que ça peut être intéressant que les personnes qui sont inscrites ou qui hésitent puissent se projeter sur comment s'alimenter. Pour ici, en Portugal. Exactement. Je commence parce que je sais pas si ça va être différent dans le nord à l'Alentejo où je fais la compète, mais je crois que c'est presque les mêmes. Ouais, je pense dans la globalité. Je crois que c'est important, c'est une bonne recommandation pour tout le monde qui va faire les compètes ici, d'être très préparé pour les dimanches, parce que beaucoup de choses peuvent être fermées dans les villages. Et pendant la nuit, c'est difficile de manger, du coup. Mais ça veut dire que les commerces ferment à quelle heure le soir ici? Non, les commerces, du coup, les supermarchés, normalement, c'est 19h, 20h. Du coup, ça va, il y a un supermarché officiel. Mais si tu passes souvent dans des villages plus petits, ou peut-être il y a les petits marchés locaux, ça peut-être va fermer plus tôt, dans les dimanches, ou peut-être c'est pas ouvert. Pendant la nuit, je trouve c'est difficile de manger partout en Europe. Vrai, c'était vraiment 2 heures du mat. Bien sûr. Si tu passes par des villes, tout est fermé. Pour moi, pendant les ultras, je sais pas de me fermer trop souvent. Du coup, si je mange quelque chose, faire fin de journée. Puis j'essaie d'avoir des sandwichs et avoir assez d'eau pour aller toute la nuit jusqu'à le matin. Et puis tu trouves toujours quelque chose pour les cafés assez tôt dans les villages. Du coup, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent peut-être dans la nature. Ils doivent partir des villages. Du coup, tu trouves. Mais ça veut dire que le cycliste qui va être sur Race Cross Portugal va pouvoir trouver le matin tôt les viennoiseries. Est-ce qu'il y a des boulangeries qui ouvrent le matin ici? Est-ce qu'il n'y a pas de boulangerie? Je dirais pas le Portugal, parce qu'il y a quand même une différence entre le nord et le sud, du coup. Hein, parce que Alice, elle est de Lisbonne. Moi et Pedro, on est plutôt d'Aveiro et de Porto. Et nous, comme j'ai dit au début, il y a beaucoup de petites villes, en fait, ou de gros villages, disons comme ça. Et donc, on a toujours un supermarché à portée de main. Ça, il n'y a pas de souci. Et le repos dominical, c'est pas quelque chose qu'on connaît forcément au Portugal, surtout dans ce genre de petits supermarchés. Vous allez trouver quelque chose d'ouvert à 20h un dimanche, il n'y aura pas de problème. À partir du moment que c'est une enseigne assez connue. Si vous allez dans un tout petit village du sud, où il y a 50 habitants, là, oui, en effet, vous allez avoir du mal à trouver une supérette ouverte un dimanche après-midi. En revanche, pour les cafés, ça oui, vous allez toujours trouver un café ouvert dès 7h du matin, toute la semaine, du lundi au dimanche. Et le matin, ça ouvre vers quelle heure? Dans les petits villages comme ça, c'est quoi ta recommandation? C'est 6h, 7h, 8h? Si c'est les petits villages du nord, à 7h, ils sont ouverts, pour la très, très, très grande majorité. Dans le sud, je connais moins, mais ça va dépendre si c'est un village de 50 ou 500 habitants, forcément. Et est-ce que les coureurs vont s'y trouver ce que j'appelais moi les petites boulangeries, tu sais? Est-ce que ça se manifeste comment ici? C'est des boulangeries, c'est des petits cafés qui vont avoir des petites viennoiseries à côté, un peu comme en Italie? Plutôt comme ça. Nous, ce qu'on a surtout, c'est des pastelerias, où on peut prendre un café avec une petite pâtisserie, mais on peut aussi très bien manger des flanches. Hein. On peut aussi manger du Ça ressemble un petit peu à l'Italie, je trouve, par contre. Hein. C'est vrai ici. Ouais. C'est notre pays. De ce côté-là. Non, mais de ce côté-là, je trouve qu'il y a une ressemblance, qu'on n'a pas chez nous. Donc, en termes d'alimentation, pour le petit déjeuner, en tout cas, il n'y aura aucun souci. On trouvera toujours ce qu'il faut pour manger. Après, est-ce que c'est adapté à l'ultra-distance?
Tu sais qu'au bout de 700-800 bornes, quand il y a un petit café d'ouvert, l'ultracycliste, il se contente de pas grand-chose. Il prend le petit flanc. Il prend le petit flanc. Je vais faire bondir tous les Portugais qui nous écoutent. Ils vont me haïr, ou quand ils vont me croiser, ils vont m'apporter la viennoiserie locale. Un grand merci sur ça. Qu'est-ce qu'on peut dire également sur la météo? Donc l'épreuve, la première édition de Race Cross Portugal a lieu fin mars. À quoi peuvent s'attendre les participants? Alors ça dépend de l'endroit d'où on parle. Est-ce qu'il y a une différence entre le bord de mer et quand tu t'écartes par exemple en France, tu vas sur la Côte d'Azur, tu sais que tu es au littoral, bon, tu sais qu'il peut pleuvoir 50 km dans les terres, mais que sur le bord de mer, par contre, là, tu es quand même un peu protégé. Est-ce qu'ici, c'est un cas de figure identique ou pas du tout? Au contraire. C'est identique, mais c'est pas 50 km, c'est 5 km. C'est 5 km. Ouais, le temps change radicalement, mais très très rapidement. Il peut pleuvoir à Porto, à l'intérieur de la ville, et on va à la plage, il fait beau. Parce que justement, comme c'est très vallonné, en fait, on a deux climats qui peuvent être radicalement différents. C'est très très difficile de prévoir la météo, en tout cas dans le nord du Portugal. Et au niveau des températures, quelles seront les températures À fin mars, on est déjà sur du 20 degrés, je pense. Ça va, ils n'ont pas trop froid, sauf la nuit. Bon, ça va. Parce que quand tu es un petit peu mouillé et qu'il fait froid, c'est compliqué à gérer. Surtout quand tu fais du long avec la fatigue. Mais si tu prends une averse et qu'il fait bon, parfois ça peut être même assez agréable. A priori, oui. Est-ce qu'on a... Ma question, c'est est-ce que vous avez un programme déjà 2026? Est-ce que vous êtes inscrit sur des épreuves en 2026 ou pas forcément? Alice, je vois que tu fais oui. Tu vas être sur quoi en 2026? Quel est ton programme? Je suis déjà inscrit sûrement sous la Badlands. Oui. Ça va être fin août. Donc ça veut dire que tu as été validé? Oui, parce que c'est... j'ai payé, je suis inscrit. Parce qu'il faut s'inscrire. Il faut s'inscrire. Ensuite, je ne sais pas si c'est un tirage au sort ou quoi, mais bref, tu reçois une confirmation. Exactement. Du coup, ça c'est confirmé. Et puis, je suis en train de encore confirmer parce que j'aimerais bien faire minimum 2 ultras. C'est la première fois l'année prochaine. Cette année, ouais. Et j'ai pensé de faire The Goats, qui est en compétition ici aussi au nord de Portugal. Et ça semble très bien. C'est assez de gravel, assez des... Gravel VTT. C'est plus... Mais j'aimerais bien l'essayer. Je crois que les panoramas vont être très, très beaux. Et puis, je suis encore en train de regarder pour faire peut-être des autres. Et je vais commencer à faire aussi compètes plus courtes. Du coup, comme des UCI Gravel. J'ai fait déjà un et je vais faire, je crois, une Algarve il y a en février, une autre compète. Et j'aimerais bien essayer seulement pour continuer à faire des Gravel parce que faire chaque 2 mois en ultra, c'est assez de logistique et des trucs à préparer. J'aime bien aussi faire qui est en compète, qui c'est au matin, un jour, c'est terminé. Ouais, c'est intéressant. J'aimerais bien faire les deux, mais on va voir. Et quand je t'ai parlé de Race Cross Series, la première épreuve dont tu m'as parlé, c'est Gralps. Et c'est une épreuve qui t'attire? Oui, moi je l'ai regardé parce que moi je viens à côté de Milan, du coup... Et la course passée à Turin l'année passée? Exactement, ça commence à la Suisse, l'Italie, la France aussi un peu. Bien sûr. Du coup, j'aime bien les panoramas, moi j'aime bien les montagnes, je suis grandi, j'ai passé chaque fin de semaine les montagnes toute ma vie. Et du coup, je pensais, ça serait très bien de s'arrêter dans le refuge, prendre un petit café. J'imaginais très bien à le faire. Du coup, c'est encore on va voir. Bon, en tout cas, c'est vrai que Gralps, c'est mi-juillet cette année, un départ de Mandelieu-la-Napoule à côté de Cannes, une épreuve qui va remonter jusqu'en Suisse, à Crans-Montana, en passant par l'Italie et les magnifiques cols dans les Alpes, parcours qui a été entièrement revu, entièrement tracé par Nathalie et Fabien. Donc ça, c'est le format 800 km, avec à peu près 18 à 20 000 de dénivelé. Et puis, on a un 300 et un 500 km qui, là, fait le tour du Mont-Blanc en gravel, et ça va juste être magnifique. Est-ce qu'il y a des épreuves au programme pour toi, Pedro, en 2026 Ou est-ce que c'est juste du loisir et de la photo? Não, eu vou participar, quero fazer a tua prova, esta. Je vais faire quelques compétitions, donc déjà la Race Cross, une épreuve. E vou estar presente também no Gravel Birds e no... qual é a outra do David? Heading Southwest. E existe também uma outra que ainda não está no calendário oficial de provas, mas que vai ser Bragança-Sagres. Donc, je veux faire la Gravel Birds.
Heading Southwest. Voilà, celle-là. Et la troisième qui n'est pas encore dans le calendrier, c'est ça? Que vai ser Bragança. Qui va aller de Bragance à Sagres. Sagres. Donc il traverse tout le Portugal du nord au sud. Génial. Mais en tout cas, vous serez les bienvenus. Alors, si tu es sur le Portugal, c'est génial. Mais on peut t'inviter sur une autre épreuve si tu veux venir découvrir la Belgique, la France sur un format court même, ou sans gravel, ou la Suisse également, et pourquoi pas retourner au Québec, parce que tu as déjà roulé au Canada. Et puis Alice, si tu veux venir découvrir une épreuve, on t'invitera également avec plaisir pour que tu puisses venir découvrir l'univers de notre série. J'ai une dernière question pour vous, c'est qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditrices et aux auditeurs pour qu'ils viennent découvrir, qu'ils viennent rouler au Portugal, puisque c'est la première édition l'année prochaine. Qu'est-ce que vous, en tant que pratiquant en local, vous aimeriez leur dire? Eu diria, venham com tempo para passarem cá uns dias antes, uns dias depois, porque a prova vai ser a correr, vão ter a cabeça em baixo no Alcatrão e só vão querer chegar o mais depressa possível. Mas je dirais, prenez le temps, quelques jours avant, quelques jours après, parce que pendant l'épreuve, vous allez être le nez dans le guidon, toujours en train de pédaler. De pédaler. E vão querer aproveitar o país mais algum vous allez tempo. pouvoir profiter du pays un peu plus de temps. Génial. C'est vrai que moi, je suis venu à 2 reprises à Porto et il faut prendre un petit peu de temps avant et après parce que la ville est magnifique et en plus, on va vous faire des articles de blog. José connaît l'histoire de la ville par cœur. Porto et pas que. Il y a les aventures aussi qui sont très intéressantes. Et pas que. Alice? Moi, je peux passer les mêmes, de passer plus de temps et de retourner d'autres fois en Portugal aussi pour faire des bikepacking et découvrir bien les régions. Mais on ira à Lisbonne. On commence par Porto et puis dans quelques mois ou dans quelques années, on passera sur Lisbonne. C'est dans nos plans, en tout cas. Un grand merci à vous trois. José, moi, je te laisse terminer peut-être de nous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut commencer la saison 2026 par Race Cross Portugal? Comment dire, en tant que franco-portugais, forcément, je suis amoureux du Portugal et je pense qu'il n'y a rien de mieux pour commencer l'année que de commencer l'année avec de très beaux paysages et surtout de la bonne gastronomie où vous pourrez manger des pastéis de nata entre 2 coups de vélo. Et alors, j'aimerais que tu nous parles de ton... Tu es modérateur sur un site, je crois. C'est vrai qu'il y a forcément beaucoup de Portugais qui nous écoutent parce qu'il y a quand même une grosse communauté portugaise en France. Est-ce qu'il y a un lien à faire ou pas du tout? Ah, il peut y avoir en fait, parce que moi je suis l'administrateur d'une page Facebook qui s'appelle Portugal en français. J'ai 68 000 followers maintenant déjà. Où je il y a parle forcément en fait, des cyclistes. Forcément. Et donc je parle de l'actualité du Portugal selon mon point de vue. En fait, en gros, pour ceux qui voudraient s'installer au Portugal ou juste qui aiment le pays, ça leur permet d'avoir une idée qui va au-delà de la simple carte postale qu'on nous vend. Moi, j'ai rien à vous vendre, je vous partage juste la réalité du Portugal telle qu'elle est. Qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et elle est plutôt bonne. Bon, génial. Un grand merci en tout cas. Merci à tous les trois d'avoir pris du temps pour nous partager vos parcours, comment vous roulez, vos passions, qu'on parle de photos. Et je vous retrouve, j'espère, sur une ligne de départ, que ce soit au Portugal, mais que ce soit ailleurs, avec grand plaisir. Un grand merci à vous et je vous souhaite une belle fin de journée et une belle saison 2026. Merci. 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.